Bonjour tout le monde et bienvenue dans le chapitre qui va vous retourner la tête, mais vous inquiétez pas, j'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Je suis Roxy, vous êtes dans la leçon 4 du chapitre sur les bitcoins d'un point de vue technique, de la formation débutant parcours du bitcoin, ouh, ça devient long, et aujourd'hui la leçon est sur les mineurs. Ces fameux mineurs qui consomment toute l'énergie du monde et qui vont détruire absolument la planète. Donc dans ce chapitre, on va analyser qui sont-ils, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font. Et dans le chapitre d'après, on va parler du thème de l'écologie. Je l'ai divisé en deux parce que c'est un gros sujet, je pense que vous vous en doutez. Et je préfère que vous compreniez ça sert à quoi un mineur et qu'est-ce qu'un mineur avant de parler de l'écologie. Parce que sinon, dans tous les cas, il manquera des informations pour avoir un vrai débat. Ça me paraît assez logique. On va tout de suite commencer avec une définition que j'aimerais apporter sur qu'est-ce qu'un mineur, en fait, et à quoi sert un mineur. Parce que c'est important de comprendre à quoi sert un mineur et surtout à quoi sert Bitcoin pour comprendre le débat écologique. Donc, en improvisation totale, comme toujours, un mineur, c'est simplement en fait une personne, une entité, qui va utiliser de l'électricité, qui va le mettre dans une machine, qui va lui permettre de résoudre une équation mathématique pour trouver un bloc et donc être récompensé en Bitcoin. En faisant cette démarche de prendre de l'électricité, la foutre dans une machine, essayer de résoudre un problème mathématique pour valider un bloc, il va sécuriser le réseau Bitcoin. Il va sécuriser les transactions qu'il va inclure dans ce bloc, mais il va également sécuriser l'ensemble du réseau et donc les 10 ans d'historique. Donc en fait, quand vous faites une transaction aujourd'hui, c'est un mineur qui va vous la valider et la rendre légitime auprès de l'ensemble des utilisateurs, mais en même temps, 100 ans après, peut-être pas 100 ans, mais ouais, limite 100 ans, mais 10 ans après, quand un mineur trouvera un nouveau bloc, ce qu'il va faire, c'est rajouter finalement de la sécurité au-dessus de votre transaction que vous avez fait il y a 10 ans. Ce qui permettra de dire que cette transaction, en effet, est légitime et donc vous avez bien reçu l'argent ou alors la personne qui devait recevoir a reçu l'argent. Je sais que c'est encore un peu brouillon, ne vous inquiétez pas, on va regarder tous les éléments que j'ai dit en détail. Donc le premier élément à comprendre en fait, c'est à quoi sert un mineur ? Si un mineur se sert à valider une transaction et à le mettre dans un bloc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde? Pourquoi est-ce que les banques, ça ne le fait pas déjà? Etc. Et en fait, le génie de Satoshi Nakamoto, le génie de Bitcoin, c'est de résoudre le problème des généraux byzantins, à savoir le problème de la double dépense. C'est à la base ça. Et souvent, dans toutes les formations Bitcoin, on décide de ne pas le faire dans mon sens. On commence par vous parler des généraux byzantins et de la double dépense et de la blockchain. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer Bitcoin. Donc c'est pour ça que vous êtes au milieu de la formation quand on vous explique la base. Donc le problème des généraux byzantins et de la double dépense, en fait, c'est la suivante. Pour ce qui est des généraux byzantins, pour ce qui est de la double dépense, commençons par là, c'est l'idée de quand on a du cash, quand on a de l'or, quand on a quelque chose de physique, je te le donne, je l'ai plus. C'est assez facile à comprendre parce que je l'ai physiquement, je le donne à quelqu'un, c'est lui qui l'a, moi je l'ai plus. Je ne peux pas le redonner à quelqu'un d'autre derrière. Ce serait du vol, ce serait te reprendre ce que je t'ai donné. Dans le monde physique, c'est facile. Par contre, dans le monde digital, en fait, ça n'existe pas cette notion. Parce que quand vous donnez quelque chose, ce que vous faites, c'est que vous faites un copier-coller. C'est con, mais c'est comme ça. En fait, la rareté n'existe pas sur Internet. Tout est toujours copier-coller. Dans le sens où si j'ai une image et je te donne l'image, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une copie de ce fichier et donc je t'ai donné une copie de mon image. J'ai toujours l'image, tu as l'image, je pourrais redonner l'image à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et donc, si on pense à une image, c'est pas très grave. Par contre, si jamais on pense à la monnaie, ça devient très grave. Parce que imagine, j'ai de l'argent digital et je te la donne, il faut s'assurer que je ne puisse pas double dépenser cet argent, à savoir, je te l'ai donné, mais je la dépense à quelqu'un d'autre. Ce serait clairement ce serait du vol, ce serait de l'impression monétaire, ça ne marcherait pas notre système. Et donc, en fait, le problème vient de là. Comment garantir quand j'ai de l'argent, quand j'ai un bien digital, que si je le donne à quelqu'un, je ne l'ai plus. Et en fait, la seule solution qui existe aujourd'hui dans notre monde pour faire ça, ça s'appelle des intermédiaires de confiance. C'est le principe des banques en fait. C'est pour ça que les banques existent, littéralement. Les banques existent, enfin les banques digitales aujourd'hui, existent pour pallier ce manque technologique qui est comment est-ce qu'on peut se donner quelque chose sans le doubler. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais dire à la banque, j'ai cet argent, s'il vous plaît, donnez-la à quelqu'un d'autre. La banque va donc rayer sur son compte mon argent et l'accréditer à quelqu'un d'autre. En fait, un intermédiaire de confiance
va pallier la double dépense. Elle va dire tu n'as plus d'argent, quelqu'un d'autre l'a. Et c'est comme ça que ça marche. Et tu n'as pas d'autre choix en fait, ça n'existe pas. C'est un problème mathématique qui s'appelle le problème des généraux byzantins. Et le problème des généraux byzantins en fait, c'est comment garantir qu'une base de données, donc comme notre registre avec les transactions, peut être complètement décentralisé, sans intermédiaire de confiance, sachant qu'il y aura des tricheurs, des menteurs. Et en fait, ce problème, on l'énumère de cette façon. Imaginez une ville qui doit être assaillée par 4 généraux. Les généraux sont positionnés au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, et ils doivent se coordonner pour attaquer la ville au même moment. Si jamais ils n'attaquent pas la ville au même moment, ils vont rater l'attaque. Donc ça veut dire que ces 4 généraux doivent être garantis d'avoir la même information au même moment pour pouvoir se coordonner. À savoir, salut le généraux du Nord qui dirait aux généraux du Sud, salut, on va attaquer mercredi 18 h. Facile. Du coup, il envoie l'information et il propage l'information à tout le monde. Sauf qu'au milieu de ces 4 généraux, il y a des tricheurs, il y a des menteurs, il y a des espions. Et donc peut-être que le généraux du Nord va envoyer l'information en disant salut, mercredi 18 h aux généraux du Sud, sauf que le généraux du Sud, comme il y a eu un criminel au milieu, le criminel a changé l'information et donc le généraux du Sud va recevoir l'information qui dit on attaque mercredi 17 h. Et les généraux Nord et Est vont peut-être recevoir également l'information de 18 h. Donc on se retrouve avec 3 généraux qui ont la bonne information, mais un qui a une mauvaise information. Du coup, le généraux du Sud va envoyer l'information en disant c'est bon, j'ai bien reçu la bonne information, ne sachant pas qu'il a la mauvaise information. J'espère que vous m'avez suivi. Grosso modo, c'est comment coordonner l'information de façon décentralisée sans intermédiaire de confiance. Parce que là, forcément, nos intermédiaires qui transmettent l'information, à savoir nos messagers, peuvent être malhonnêtes et peuvent tricher. Et en fait, il n'y a pas de solution. Enfin, du moins, il n'y avait pas de solution avant Bitcoin. Et c'est un problème qui est assez vieux. Hein. Ça fait 60 ans qu'on a ce problème en informatique, dans ce qu'on appelle computer science, la science, science informatique, je pense, en français. Et en fait, la seule solution, c'était de passer par des intermédiaires de confiance et de faire confiance qu'eux disaient la vérité. Mais donc, on ne pouvait pas se passer d'eux. Et Bitcoin vient résoudre ça grâce, du coup, à la preuve de travail, au bloc, aux mineurs. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire, en fait. Ça permet la décentralisation de la base de données et garantir que tous les acteurs du réseau ont la même information. Comment est-ce qu'ils ont la même information? Et en fait, nos généraux, dans le cas de Bitcoin, vont regarder le dernier bloc. Et dans notre cas, les généraux ne veulent pas attaquer une ville, ils veulent garantir qu'une transaction financière est légitime et que le propriétaire a bien l'argent et donc il ne veut pas double dépenser son argent. À savoir, le généraux du Nord dit je dépense 1 milliard et le généraux du Sud doit être sûr que le généraux du Nord n'a pas déjà dépensé ces 1 milliard avant. Et pour garantir ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder notre blockchain et si sur la blockchain c'est écrit que le généraux du Nord a bien l'argent, il a une garantie que l'information est bonne. Donc si on le repense par rapport à l'attaque d'une ville, pour faire simple, on va se dire ok, en fait, on va inscrire dans la blockchain que l'attaque va être mercredi 18 h, on va miner le bloc, on va propager le bloc, tous les acteurs vont recevoir ce nouveau bloc d'information. Comme le bloc est considéré valide par le réseau grâce à la preuve de travail, tout le monde sait que l'information c'est du coup mercredi 18 h, il n'y a pas d'ambiguïté, mercredi 18 h, tout le monde attaque. Et le fait qu'ils aient l'information via la blockchain garantit finalement que l'information est vraie. Ça ne marche pas pour toutes les blockchains, évidemment, ça marche uniquement sur Bitcoin parce que du coup, il y a une dépense énergétique pour garantir que l'information est vraie. Et c'est là où on a cette fameuse dépense énergétique. J'espère que vous avez un petit peu compris l'idée et que les dessins à droite de moi ont servi. Je vais vous réexpliquer ça avec du coup le poster et un peu plus en détail. Donc, grosso modo, nos mineurs vont utiliser ce qu'on appelle des machines ASICs. Donc des machines à peu près de cette taille-ci, des petits ordinateurs comme ça, qui vont faire bêtement les mêmes équations en permanence. Cette équation, c'est résoudre l'algorithme de minage SHA-256. C'est une sorte de hachage. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est essayer de trouver le résultat d'une équation mathématique qui permet du coup de valider le bloc. Cette équation mathématique, elle est extrêmement facile à calculer, mais extrêmement dure à trouver. Dans le sens où si tu as la réponse, tu peux vérifier que c'est la réponse immédiatement. Par contre, pour trouver la réponse,
il va falloir que tu essaies bêtement toutes les possibilités du monde. Parce que tu ne peux pas simplement résoudre l'équation. Tu peux que la résoudre une fois que tu as la réponse. C'est une fonction de hachage, j'espère que vous m'avez compris. Grosso modo, vous ne pouvez pas faire 2 plus 2 égale 4. Par contre, si vous savez que 4 c'est le résultat, vous avez bon. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les mineurs vont littéralement essayer des centaines de milliards et des dizaines de centaines de milliards d'équations mathématiques, de résultats, en espérant trouver le bon résultat. La quantité de tentatives, on appelle ça le hash rate, et c'est cette courbe-là. Donc au début, parce que le réseau était relativement faible, on va dire, et n'était pas très utilisé, c'était très facile de trouver le résultat. Dans le sens où votre ordinateur aurait été capable de trouver le résultat. Quelqu'un à la main, en 2009, aurait pu trouver le résultat. Parce que ça demandait, il y avait très peu de possibilités. Par contre, à travers le temps, comme il y a de plus en plus de mineurs qui se sont mis sur le réseau, comme il y a de plus en plus de tentatives d'électricité, naturellement, en fait, la difficulté pour trouver le résultat a augmenté. La difficulté a augmenté parce que c'est programmé dans le code d'augmenter toutes les 2 semaines, tous les 2016 blocs, afin de garantir une création de blocs toutes les 10 minutes. Donc l'idée est très simple. On est donc là sur l'ajustement de la difficulté. Vous avez 10 mineurs qui essaient de miner Bitcoin. En moyenne, ils arrivent à résoudre l'équation mathématique toutes les 10 minutes. C'est plutôt correct, ça marche bien. Ils se font de l'argent parce que du coup, ils sont récompensés avec des nouveaux Bitcoins et les frais de transaction. Il y a des nouveaux acteurs, des nouveaux mineurs qui rentrent en jeu et se disent bah, « Attends, moi aussi j'ai envie de me faire de l'argent. Moi aussi j'ai envie de sécuriser le réseau. Moi aussi j'ai envie d'avoir une rente en Bitcoin. Moi aussi j'ai de l'énergie gratuite à dépenser. Je vais miner. » Du coup, d'un coup, on a plus de mineurs qui sont sur le réseau. On a donc plus de hash rate, plus de tentatives par seconde. Donc notre nombre de mineurs augmente. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a plus de blocs trouvés, vu qu'il y a plus de personnes qui cherchent, comme si plus de personnes cherchaient de l'or. Donc naturellement, plus de blocs sont trouvés, et du coup, plus rapidement. Parce qu'au lieu d'avoir une moyenne à 10 minutes, on a une moyenne à 5 minutes, vu que plus de personnes cherchent. Ce qui est complètement normal. Tu as plus de petites personnes qui font des équations dans leur coin, forcément, tu trouveras plus rapidement la solution à notre équation mathématique. Donc, le temps moyen des blocs descend. On n'est plus sur 10 minutes par bloc, mais 5 minutes. Du coup, finalement, ce qui se passe, c'est qu'après 2 semaines ou 2016 blocs, il y a un ajustement de la difficulté de l'équation. Donc, l'équation devient plus dure à trouver. Ce qui fait du coup qu'on a moins de blocs trouvés, parce que tous nos mineurs sont retournés à la case départ de se dire « Ah putain, l'équation est plus dure, finalement, il faut à nouveau 10 minutes. » Malgré qu'il y ait plus de personnes qui cherchent, on repart à 10 minutes pour notre équation. Du coup, on est à une moyenne. Et là, à ce moment-là, il y a 2 choses qui vont se passer. Ou les mineurs vont arrêter de miner, ou il y a d'autres mineurs qui vont arriver à nouveau. Si les mineurs arrêtent, on fait l'équation inverse, c'est-à-dire que finalement, il y a moins de mineurs. Donc finalement, il faut plus que 10 minutes pour trouver des blocs. Donc finalement, il y aura moins de blocs. Donc au bout d'un moment, on va baisser l'ajustement de la difficulté et du coup, on va à nouveau retrouver plus de blocs et on va retourner sur une moyenne de 10 minutes ou on va l'équation que j'avais déjà expliquée. Donc en fait, l'ajustement de la difficulté toutes les 2 semaines, c'est un petit peu comme si on baissait ou montait une barre de limbo, littéralement. Et en fait, s'il y a beaucoup de mineurs, cette barre va être très basse parce que du coup, il va falloir beaucoup chercher pour trouver le bloc. Il faudra se pencher beaucoup. Et si jamais il n'y a pas beaucoup de mineurs, la barre est plus haute parce que finalement, c'est plus simple de passer. C'est grosso modo comme ça que ça marche. Et cette barre de limbo, en fait, mathématiquement ou de façon réelle, elle est représentée par des zéros. C'est con, mais c'est littéralement ça. En fait, les mineurs doivent trouver leur équation mathématique qu'ils doivent trouver. Ce qu'ils cherchent, en fait, c'est un résultat avec un certain nombre de zéros. À savoir, mon équation est telle, et maintenant, vous devez trouver un résultat qui commence par 0,0000000, puis un chiffre. La première personne qui trouvera une équation, du coup une variable qui donnera comme résultat 0,000000 quelque chose, aura gagné. Là, les mineurs vont essayer toutes les possibilités du monde. Ils vont essayer 1, 2, 3, 14 milliards, 17 milliards, 494 milliards. Et si jamais, un moment,
le résultat qu'ils essaient dans leur machine de minage donne comme résultat à la fin 0, les 7 zéros que j'ai dit, ils gagnent. L'ajustement de la difficulté, et donc l'augmentation de la difficulté du minage, consiste à dire on va rajouter des zéros ou réduire des zéros pour qu'ils puissent résoudre cette équation mathématique. Donc si d'un coup il y a beaucoup moins de mineurs parce que les mineurs de Chine disparaissent, comme littéralement ce que vous voyez ici, ça c'était les mineurs de Chine qui ont arrêté de miner, donc la moitié de la puissance de calcul de Bitcoin a été stoppée du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup il y avait moins de mineurs, donc l'ajustement de la difficulté a fait qu'il y avait de moins de blocs trouvés, on a réajusté la barre de limbo et on a dit bon finalement au lieu de chercher pour 7 zéros après la décimale, vous devez chercher plus que 6 zéros après la décimale. Au fur et à mesure que les mineurs sont revenus, et aujourd'hui ce graphe n'est pas à jour, nous sommes plus haut qu'avant que la Chine bannisse Bitcoin, ce qui s'est passé c'est simplement qu'on a rajouté des zéros. Donc grosso modo, la preuve de travail c'est ça, c'est simplement essayer de trouver le prochain bloc toutes les 10 minutes en testant des milliards de possibilités. Pour tester ces milliards de possibilités, le mineur utilise des machines de minage, ASICs, qu'il branche, et l'électricité fait simplement une équation mathématique. On fait cette équation mathématique pour essayer de valider les blocs qui permettent d'avoir notre blockchain où l'information, une fois mise dedans, est sûre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre de l'électricité et donc de l'énergie? Pour garantir qu'un travail a été fait. En fait, notre preuve de travail, ça consiste à prouver qu'on a fait un travail. C'est con parce que je viens de réexpliquer le mot, mais c'est en fait ça. Preuve de travail, prouver qu'on a fait un travail. Et en fait, si tu ne dépenses pas de l'énergie, et donc tu n'as pas une transformation physique, comment on peut prouver que tu as fait ce travail? On ne peut pas. Dans le sens où si tu fais de la preuve d'enjeu, si tu fais une promesse, tu n'as fait aucun effort. Tu as simplement fait une promesse. Ça ne coûte aucune dépense. Donc tu peux tricher pour zéro. Par contre, si jamais tu utilises de l'électricité, si tu utilises de l'énergie, si tu fais une preuve de travail, tout le monde peut voir que tu n'as pas, que si tu triches, tu as dépensé cette énergie pour rien. Je vous le refais parce que c'est important. Dans la preuve d'enjeu, dans les proof of stake, dans la promesse, dans la dette, c'est simplement « Salut, je m'appelle Roxy, j'ai en effet déplacé un rocher de la zone A à la zone B et comme ce rocher pèse 1 tonne, ouais, en effet, ça m'a pris plein de temps. » Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous ne savez pas parce que je vous dis simplement que le rocher a été déplacé. Vous ne le voyez pas. C'est ma parole. Si je mens, vous ne le savez pas parce que le rocher, vous ne le voyez pas. Par contre, si jamais dans une preuve de travail, j'ai littéralement déplacé un rocher d'1 tonne à 1 km d'ici, en fait, vous, en 1 seconde, vous pouvez vérifier que ce que j'ai dit est vrai. Vous pouvez vérifier qu'en effet, le rocher a été au point A, au point B, parce qu'il est au point B, et le rocher, il n'est pas allé au point B sans effort, sans énergie, sans un camion, sans de l'essence, sans du coup de l'ingénierie, sans mettre vraiment une vraie dépense monétaire énergétique. Donc, en voyant ce rocher à droite, vous êtes garanti qu'en effet, j'ai fait mon taf. Vous êtes garanti que ça m'a pris du temps. Donc finalement, si on pense à plus grande échelle, vous êtes garanti que je n'ai pas un intérêt à tricher parce que si j'ai triché, j'ai déjà dépensé l'électricité, j'ai déjà tout dépensé. Donc si je triche à ce moment-là, c'est complètement con parce que j'ai dépensé de l'argent, pourquoi je tricherais? Vous voyez l'idée? Alors que si jamais vous ne savez pas que j'ai déplacé un caillou et je vous dis j'ai déplacé un caillou, le coût de tricher, il est de zéro. Genre que j'ai triché ou pas triché, moi ça me coûte la même chose, ça m'a coûté zéro. Il n'y a pas eu de dépense énergétique. Et en fait, c'est là où la preuve de travail permet de garantir finalement que les informations sont vraies. Parce que la théorie du jeu de Bitcoin dit, si un mineur est malhonnête, il sera rejeté du réseau, vu que les nœuds vérifient. Les nœuds sont les gardiens du réseau, souvenez-vous, donc les nœuds vont prendre le nouveau bloc et ils vont dire, attends, ton bloc est faux, on le rejette. Sauf que comme ce mineur a dû littéralement faire un travail, à savoir utiliser de l'énergie, utiliser de l'électricité et des machines pour faire ça, si derrière lui il triche, c'est un abruti. Parce que finalement, il ne va pas toucher d'argent, mais il aura dépensé de l'argent. Donc il n'a aucun intérêt à tricher, parce qu'il dépense de l'énergie. Par contre, si jamais il ne dépensait pas d'énergie, il pourrait tricher, ça lui coûte zéro d'essayer de tricher. Donc finalement, le fait qu'on dépense de l'énergie est indispensable pour garantir la sécurité du réseau.
Et de la même façon, si on pense un petit peu plus loin et l'attaque de 51% et comment est-ce que le réseau est sécurisé, si quelqu'un veut modifier notre blockchain, si quelqu'un veut modifier le réseau, eh ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit littéralement refaire la preuve de travail des blocs. En gros, ce qu'il doit faire, c'est remettre autant d'énergie que tous les mineurs. Vu qu'ils ont dépensé de l'énergie pour sécuriser le réseau et qu'ils essaient littéralement des milliards d'équations, si toi tu veux modifier Bitcoin, tu es obligé de jouer dans leur jeu. Donc tu es obligé de toi aussi prendre des machines, tu es obligé toi aussi de tester des milliards de calculs et tu es obligé du coup de mettre plus d'énergie qu'eux. Et si tu mets autant d'énergie pour essayer d'attaquer Bitcoin, la question c'est pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas simplement les récompenses et donc devenir rentable, vu que maintenant que tu as l'infrastructure, tu peux simplement miner, au lieu d'essayer de détruire le protocole. Tu as dépensé littéralement des milliards d'euros pour Bitcoin et d'un coup, tu vas essayer de le détruire et pas simplement profiter des gains que ton investissement te rapporte. Vous voyez, en fait, c'est la théorie du jeu et c'est se dire, mais si le mineur utilise autant d'énergie, autant de ressources, il n'a aucun intérêt à être malhonnête. Parce que s'il est malhonnête, il est éjecté du réseau et tout son investissement ne sert à rien. Par contre, dans la preuve d'enjeu, dans un système où il n'y a pas d'énergie, eh ben, ça lui a coûté zéro, donc finalement, pourquoi il mentirait pas? Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc finalement, le réseau Bitcoin est sécurisé par les mineurs parce qu'ils utilisent de l'énergie et du coup, on ne peut pas falsifier cette énergie. On ne peut pas créer l'énergie de nulle part, il faut bien l'exploiter quelque part, le soleil, la nature, nanana, et il faut bien mettre des machines. Donc finalement, il faut faire un effort pour sécuriser Bitcoin. Comme il y a de l'énergie qui a été utilisée et de la preuve de travail, les utilisateurs du réseau, une fois les blocs validés, sont garantis que ce qui est écrit dedans est vrai, parce que ça a été validé à l'origine. C'est grosso modo comment marchent les mineurs. Physiquement, un mineur, c'est simplement une personne, une entité, une entreprise qui a des machines ASICs, comme vous le voyez à côté de moi, dans un hangar, quelque part, chez soi, dans sa cave, et qui mine. La machine va donc utiliser de l'énergie plus ou moins verte, ça va être le chapitre juste après. Cette machine va faire des calculs, chauffer, l'énergie va donc devoir être, la chaleur va devoir être ou refroidie ou exploitée pour chauffer des serres agricoles, chauffer des maisons, etc., des bâtiments. Et au bout d'un moment, le mineur va trouver ou non le résultat de l'équation et donc être récompensé. Réalistiquement, il y a donc des milliers de mineurs. Comme il n'y a qu'un seul mineur qui gagne toutes les 10 minutes, ce que font les mineurs, c'est qu'ils se mettent dans des pools de minage, donc comme si c'était des consensus de mineurs, où ils partagent tous leurs calculs mathématiques pour essayer de trouver la réponse. Et quand ils trouvent la réponse, la récompense est divisée entre tous les mineurs pour qu'ils touchent un petit peu. En gros, leur business model, c'est très simple. C'est où tu es tout seul et tu vas rater pendant 4 ans et puis un jour peut-être tu vas gagner et c'est le jackpot. Ou tu te dis, bah non, en fait, je vais plutôt partager ma puissance de calcul et donc combien d'équations je peux faire par seconde à une pool de minage. Et du coup, je vais pouvoir être récompensé à la juste valeur de ce que je mets. Donc généralement, les mineurs utilisent des pools de minage. Comme ça, ils touchent 100 euros, 4 000 euros, 40 000 euros, 1 million d'euros par jour, au lieu d'espérer toucher 400 000 dans 4 ans. Vous voyez un petit peu l'équation. C'est toujours des trade-offs. Grosso modo, j'espère que j'étais un petit peu clair sur comment fonctionnent les mineurs d'un point de vue technique. Je répète, les mineurs ont des nœuds, ils reçoivent l'information, ils vérifient l'information. Une fois que l'information est vérifiée, ils les mettent dans des blocs, ils créent des blocs candidats. Donc les blocs candidats, ça a un numéro de bloc, ça a le hash du bloc, ça a les transactions, ça a ce que ça va se payer avec la transaction Coinbase, ça a finalement la preuve de travail qu'ils font et le hash. Ils mettent toutes les transactions qu'ils empilent. Une fois qu'ils ont empilé les transactions et en même temps, ils commencent à faire la preuve de travail, à savoir essayer de résoudre une équation mathématique extrêmement simple mais compliquée à trouver. Une fois qu'un mineur trouve, il peut valider le bloc, il l'envoie dans le réseau à travers les nœuds. Une fois que les nœuds l'ont validé, il commence le prochain bloc. Donc un mineur fait un bloc, un moment il reçoit une notification qui dit le bloc a été trouvé, donc il sait qu'il a perdu ce loto géant, il sait qu'il a perdu ce bloc-ci, donc ce qu'il fait c'est que c'est pas grave, immédiatement il commence à travailler sur le bloc suivant. Et quand il aura perdu à nouveau 10 minutes après, il travaillera sur le bloc suivant
et 10 minutes après sur le bloc suivant jusqu'à ce qu'il gagne un bloc. Et dans ce cas, il le mettra dans la blockchain. Et immédiatement, quand il a trouvé un bloc, il essaie le bloc suivant, tout bêtement. Et tous les mineurs font ça à l'infini. Si jamais 2 mineurs trouvent les blocs en même temps, c'est pas grave, on a un fork et donc on aura une chaîne orpheline, dans le sens où d'un coup notre blockchain va être split entre 2 blockchains jusqu'à ce qu'on rajoute un nouveau bloc. Et quand on rajoute un nouveau bloc, automatiquement c'est la blockchain avec le plus de preuves de travail et donc le plus de blocs qui prend le relais. Notre bloc orphelin est abandonné. Les transactions qui étaient validées là mais pas validées avant retournent dans la même pool et seront revalidées dans notre bloc. C'est un peu plus technique, mais si vous m'avez suivi, bravo à vous. Puis j'espère que les dessins à droite vous plaisent. Si vous aimez bien les petites animations et le montage, n'hésitez surtout pas à partager mon contenu auprès de vos proches ou sur les réseaux, ça nous aide énormément. Je pense que vous réalisez la quantité de boulot que c'est de faire ce genre de formation en 3 langues. Gratuitement en plus, donc merci à vous de partager, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. On va se retrouver du coup dans le chapitre juste après sur la dépense énergétique de Bitcoin et l'écologie, à savoir est-ce que Bitcoin pollue finalement et est-ce que tout ce que je viens d'expliquer ça a un intérêt. Je veux dire pourquoi utiliser de l'énergie, quelle énergie est utilisée, quel est l'impact écologique, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un truc aussi compliqué pour simplement faire des transactions alors que le système bancaire marche, ce genre de choses. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est un sujet assez étendu. Sachez que dans la formation numéro 2, donc la formation pratique sur Bitcoin pour débutants, où je vous apprends à obtenir vos premiers Bitcoins, à mettre en place les portefeuilles, à créer un plan adapté à votre besoin, on a à nouveau une vidéo de 10 minutes, 15 minutes sur comment fonctionne Bitcoin de point de vue technique avec les mineurs. C'est toujours utile de la regarder, comme ça au moins vous avez 2 versions de moi qui expliquent avec 1 an et demi d'écart et différents styles de montage. Voilà, c'est en gros Bitcoin, dans tous les cas, vous n'allez pas le comprendre du premier coup, c'est impossible. Donc, revoir une vidéo où je réexplique différemment peut être utile si jamais il y a eu des lacunes ici, sachant que je suis désolé si j'ai pas été assez clair. J'espère l'avoir été. Bisous à vous, merci au Patreon, merci à vous tous de soutenir ce projet, je vous adore. On se retrouve tout de suite avec la vidéo sur l'écologie, sujet passionnant, vous vous en doutez. Bisous, on like, on partage, à bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.